Allez. Salut. Ça. OK. On va voir les autres. Parfait. Fait que là, on est. T'es-tu co-host aussi, toi? Ou... Je sais pas. Ça serait écrit où? Ben, t'as-tu comme pause recording, breakout room, des affaires de même en bas? Non. OK. Je vais juste voir si moi, je peux. Je peux faire ça, moi? Make co-host! Yes, je peux. Ah ouais, j'ai plus de Get drunk with power! On va voir si. Normalement, notre collègue néerlandais. J'essaie de mettre un haut là-dedans. Ça, je n'ai pas parlé depuis la semaine passée, mais it should be good. Une couple de monde des bibliothèques de Montréal qui devrait être là aussi. T'as-tu participé à quelques workshops? Ou... Oui, j'ai réussi à en faire quelques-uns. Ben, j'avais mes présentations aussi hier à Fab TV pour le paper, puis mardi là, pour le panel, là, même chose. Un peu. J'ai fait un truc cool. Lundi, j'ai eu plus de temps là, d'assister à des trucs aux conférences. Il y en a un sur l'intégration de XR. Il y avait quand même des outils intéressants. En plus, il donnait un démo là, à un outil. Cool. Fait que ça, non, ça c'était cool. Hier, j'en ai fait un peu moins. Non, hier, j'ai écouté la TV, en fait. J'ai écouté Fab TV quasiment toute la journée. Ouais, nous, c'est ça qu'on fait. Ouais, On c'est est ça. plugué là-dessus. Non, puis un matin, j'ai reçu Brandon là, de Pennsylvanie. Ah, cool. Pour faire la visite. Ouais, c'est super le fun. Puis cet après-midi, je vais recevoir une des amies justement là, de notre co-panéliste, une Belge qui est native de Montréal, là, qui fait des trucs de Code Club, introduction à la programmation là, avec des enfants en Belgique. Là. Fait que, vous voulez venir visiter le lab aussi. Puis, non, ça roule, ça roule quand même pas fait. Non. Naviguer avec, c'est ça, parce qu'il fallait que j'assure la présence aussi. Là, on n'a pas été libéré 100%. Moi, je suis libéré quand j'ai des affaires à faire et des trucs à donner, mais le reste, on le met, c'est ça, on le met sur la TV du lab. J'ai essayé de faire le truc avec Alec Board, Cardboard Creative Coding, quelque chose comme ça. J'ai pas pu suivre tout le truc parce que j'avais des utilisateurs en même temps dès qu'il fallait que je m'occupe, mais non, ça c'était quand même bien fait, c'est intéressant. Puis j'ai essayé un peu de participer aussi là, aux conversations sur l'éducation lundi. Il y en avait une plus québécoise, je pense, un petit peu. Là, j'ai écouté, mais donc, il va y avoir beaucoup de replays à écouter disponibles. Vas-tu au Bhoutan l'année prochaine? Sérieux, c'est au Bhoutan. Pas sûr, j'aurais réussi à convaincre la ville de Montréal de me payer un voyage au Bhoutan. C'est un stretch un peu. Ouais. Je vais m'essayer pareil, mais je vais m'infiler. Mm-hmm. Moi, j'ai pas rien eu de lui. J'ai son numéro de téléphone. Je pense qu'il m'en avait donné. Ouais, non, j'écrirais pas un indicatif plus 32. OK, écoute.
Écrire un petit email. Je voyais les participants. C'était ça, mais. Participants, moi. Non, je les verrai dans la liste des participants, ceux qui sont dans le waiting room. OK. Ben, il me semble. Il me semble que ça te le dit. Ouais, Ben, en tout cas, toi, ça me le disait. Là. J'ai eu un pop-up qui me demandait de. J'ai envoyé un dernier petit courriel. Tu réussis à en faire un peu? Non, on était plus en mode conférence. On se met la télé là, toute la journée. Ouais, ben c'est ça. Non. Ultimement, nous autres, c'est ça aussi. Là. Mais c'est toujours ça qui m'intéresse plus aussi. Toutes les conférences. Ouais, non, c'est ça. Les ateliers, ouais, il faudrait que ça soit poussé pour. Sinon, c'est souvent quand même assez basique. Là. Ouais, c'est ça. Ben, c'est qu'on on a cette opportunité-là de jouer avec et d'expérimenter tactilement avec les trucs sur une base régulière. Nous autres, c'est plus les réflexions puis Ouais, moi aussi. le contenu théorique, tout ça. Parce que à la limite, le workshop, on peut le regarder et retourner le faire la semaine prochaine dans MATLAB si ça nous intéresse tant Oui, que ça. sinon, ça dépend c'est qui l'anime. D'habitude, tout ce que Anastasia Pistofidou a fait, j'aime ça. Comme elle fait des ateliers sur la soft robotics. C'est toujours le fun ce qu'elle fait. C'est toujours de haut niveau aussi. Je l'aime beaucoup. C'était ma mentor là, quand j'ai fait Fabricademy. Fait que, ouais. Sinon, je cherche qui est intéressant. À mes yeux, à moi. Là, tout le monde est intéressant. Ouais. Mais j'essaie beaucoup de regarder, c'est ça, là, des skills ou des contenus que je connais moins. Je pense qu'on a quelqu'un dans la salle d'attente. Je vais te les laisser rentrer. OK, ça commence à rentrer. Bonjour, Erin. Peut-être attendre 2 minutes. J'essaie. J'attendre peut-être 1 minute ou 2 pour laisser rentrer. Hi, hello. So I was a little bit quick to click to admit you. Welcome to the panel. I'll admit the other person there in the lobby, and we'll start in a few minutes. Can ask question if you have any question before. Ouais, mais notre co-host. Le format discussion fait que c'est assez flexible. Oui. Jérôme. Bonjour, Jérôme. Allô, dis-je, pardon. C'est toujours une histoire sur mon ordi de contrôler les inputs pour le son. Plusieurs channels de connecter. Ouais, puis Pulse Audio, c'est pas... ça marche de mieux en mieux, là, je m'habitue, là, mais c'est ça, c'est toujours un peu difficile. Ah, tiens, mon Dieu, Mathieu, je n'avais pas remarqué. Salut! Allô? Yep. Quand un petit peu. Bon. Yeah. Bonjour, Christine. On est encore un peu dans l'accueil informel pendant que les gens arrivent.
Donc, c'est ça, faire quelques présentations puis un peu cadrer la discussion, mais ça se veut vraiment un échange d'expérience puis de pratique. Bonjour, Christian. And don't worry, Aaron, the idea is that we'll speak in both languages what we're comfortable, and we'll kind of crowdsource the cliff note in the other language in the chat. We'll try to make sure all ID get across. I can translate in Esperanto if someone's needing. Just ask. Oui, mais en fait, c'est un peu une approche expérimentale au panel bilingue que je voulais essayer. C'est ça, c'est de dire que dans le fond, no worry. C'est dans le fond que de dire que beaucoup de personnes vont être bilingues dans le panel, d'essayer de faciliter l'expression dans ce qu'on est le plus confortable, puis de s'assurer qu'il y a une compréhension de part et d'autre. So yeah, it's an experimental way to do bilingual panel by kind of do a resume of what was said in the chat. So just make sure there's no. Ah ben notre troisième co-host. Pas de nouvelles. On va voir. J'espère juste qu'ils ne pensaient pas que c'était 1h30 à l'heure des Pays-Bas. Quelques confirmations. On va attendre quelques minutes. Vu qu'on n'est pas beaucoup, on va faire ça très fort. Je vais peut-être attendre 2-3 minutes encore. Je vais essayer de faire le traducteur un petit peu. Parfait, merci. Non? Oh oui, c'est ça. C'est exactement comme ça que je voulais que... C'était mon idée que ça allait se passer. Dans le fond, que tout le monde se sente libre d'écrire, de compléter. So everybody feel free to... It's going to go like a François Pérusse introduction. Very freestyle. Okay. I'll give maybe one or 2 minutes to see if there's more people coming, trying to reach the other coast. And yeah, so we'll focus a bit more on the discussion part than planned, but that was the goal all along. Okay. Moi, je sais pas si j'ai un peu d'avance, j'ai 1h32 sur mon ordi sur Zoom aussi. Ça semble être pas mal ça. Puis... OK. Le meeting était bon, l'heure était bonne. OK. Bon, so, let's start. On va voir s'il y a des gens qui se rajoutent à la discussion plus tard. Dans le fond, bienvenue à tout le monde. Je me présente, moi c'est Thomas Poulain, la plupart d'entre vous me connaissent, so I'll maybe introduce myself in English for Aaron. My name is Thomas. I work in a public library in Montreal, where I have the role of educator. The job title in French is animateur spécialisé. Benny Library in Montreal. So can even show the space quickly since I'm here. Little tour. So that is the space in the library. It's a new space, and we have the teenager section here with a TV in the back and our closet for the machine, our office, and the rest of the library. We're kind of in the back of the library. Oh, hi. So the goal of the panel
is really to see how, once we have the space, the machine, we can make sure we foster a place for learning. Donc, c'est vraiment de voir comment on est capable d'aller au-dessus de juste une collection de machines dans notre bibliothèque, en ayant un peu en se croisant les doigts que nos usagers vont aller les utiliser puis apprendre, faire émerger la connaissance. En fait, c'est quoi l'ingrédient manquant là, pour s'assurer que ça se passe bien en bibliothèque puis qu'on soit capable de vraiment faciliter l'apprentissage de nos usagers puis faire vivre l'espace de bâtir ces communautés-là. Donc, yeah, exactly. And la façon dont on pensait procéder, en fait, c'est que Mathieu et moi, on va parler un petit peu de notre approche professionnelle, de comment on le fait, les défis qu'on a rencontrés. Puis après, dans le fond, on vous invite à partager vos expériences, puis à réfléchir un petit peu ensemble là, à qu'est-ce qu'on peut introduire. Est-ce que c'est plus au niveau des pratiques? Est-ce que c'est plus au niveau de notre formation? C'est plus au niveau de comment on configure nos activités, puis est-ce qu'il y a façon de collaborer pour être sûr de voir. Donc, je vois qu'il y a des gens qui commencent à arriver aussi. Parfait. Donc, bonjour Maxime. Je viens de faire l'introduction, donc pas manqué grand-chose. Donc, je présentais un peu le cadre de la discussion. C'est vraiment de voir qu'une fois qu'on a notre espace, une fois qu'on est installé, comment on réussit à faire vivre l'apprentissage dans nos espaces. Moi et Mathieu, on va faire une petite présentation là, de nos expériences professionnelles, un peu notre vision de notre rôle, en fait, d'employé dans la bibliothèque. Puis après ça, on va ouvrir pour un échange informel. C'est sûr que si on est juste les 7, ça m'étonnerait qu'on prenne l'heure et demie au complet, mais si on l'a. Donc, utilisons tout ce qu'on a besoin pour jaser. Puis pour éviter que je parle pendant une éternité sans coupure, je vais passer la parole à Mathieu pour qu'il présente un petit peu sa pratique, qu'est-ce qu'il fait, son approche, puis je reviendrai pour parler plus en détail de ce que je fais. Puis, juste pour le petit topo là, pour Maxime, pour l'aspect bilingue. Donc, Erin est avec nous. Il y a peut-être d'autres personnes qui vont arriver. Moi, je garde un œil sur les participants. Et puis, ce qu'on va faire, en fait, c'est que quand on parle dans une langue, sentez-vous libre de résumer dans le chat les idées principales. Of course, if you want to ask a question to Erin or talk, feel free to use whatever language you want. And we'll try to have a fluid conversation about our job and what is it exactly that we do. Is it clear? Je te passe la parole, Mathieu. Bonjour à tous, aux 7 participants. Moi, c'est Mathieu. Je suis coordonnateur du Fab Lab, le SQUAR, le Fab Lab de la Grande Bibliothèque de la Bibliothèque Archives nationales du Québec. Donc, nous, comme en fait, la question que Thomas a posée, c'était comment qu'on fait pour dépasser la machine puis de s'assurer que nos usagers soient en mesure de les utiliser puis de générer des objets. Nous, on passe beaucoup par le processus puis la médiation. Donc, la machine, en fait, c'est, de notre point de vue, la machine, elle est secondaire. Ce qui est important, c'est d'être capable de générer une idée pour pouvoir ensuite la déconstruire, pour la reconstruire dans le monde réel. Donc, tout ce qui a rapport à la médiation doit vraiment passer, de notre point de vue, par le processus plutôt que par la machine. Donc, s'initier à appuyer sur quelques boutons sur un imprimante 3D pour la partir, de notre côté, ce n'est pas suffisant. Donc, on a la politique, pas de Pokémon. Au SQUAR, il est interdit d'imprimer des choses qu'on télécharge sur le web. Pour nous, l'éveil qu'on fait, ce n'est pas l'éveil à la machine, mais c'est l'éveil à la créativité. J'aime mieux que mon usager imprime un cube qu'il a fait lui-même dans Fusion 360, qui imprime un Pokémon qu'il a téléchargé sur le web. Comme ça, on va l'initier à différents concepts, dont le design et dont le processus qu'il y a derrière. Puis à la fin,
Ben, l'imprimante 3D, c'est le bonbon. C'est le bonbon qui va nous permettre de créer un sentiment d'empowerment. Ce qui arrive souvent, beaucoup de ce qu'on fait dans les Fab Labs, 80% de la job est virtuelle. Minimum 80% de la job qui va se faire de façon virtuelle. Puis, il y a un peu de travail qui va se faire au niveau physique pour sortir l'objet de l'ordinateur. Puis, un objet virtuel, c'est moins empowering qu'un objet physique. Puis, on le comprend bien. Il y a quelque chose dans l'objet, dans le tactile, qui vient chercher d'autres sens, qui vient stimuler d'autres sens, qui vient marquer notre imaginaire d'une autre façon. Puis c'est là, à mon avis, que le meilleur intérêt pour développer cette capacité-là de l'usager de passer de l'idée à l'objet. Donc ça, c'est dans un premier temps, le focus qui est sur le processus de création plutôt que sur la machine, qui pour nous est vraiment important. Donc tout ce qu'on va développer en termes d'activités de médiation vont être orientés vers le processus de résolution de problèmes ou de créativité, de création ou de design, mais jamais autour de la machine. La machine, c'est toujours secondaire. Ce qu'on a fait aussi pour s'assurer qu'on génère des activités qui ont un sens, qui ont un sens de continuité, si on veut, à l'intérieur de notre offre de service, c'est par des énoncés de mission qu'on va se partager dans l'équipe, qu'on va garder en tête, puis qu'on va essayer de cocher. Là, on va se dire, j'ai par exemple, 1, 2, 3, j'ai 6 énoncés de mission que je vais vous présenter. Puis là, on va se dire en équipe, est-ce qu'on est capable d'en cocher plus que 3, plus que 4? Puis notre objectif, notre défi, ça va être de cocher le plus d'énoncés de mission qu'on peut. Puis, dans la mesure où on est capable d'en cocher le plus possible, c'est ceux-là qu'on va choisir, qui vont nous permettre d'être enlignés au travers une vision à long terme qui mène à de l'impact ou à du changement social. Dans ces énoncés-là, on a, par exemple, activé votre créativité. Par quoi? Par l'initiation au processus de prototypage. On veut vous faire passer de l'idée à l'objet par des programmations éducatives et grand public inédites. On veut développer votre esprit critique par la maîtrise des moyens de production. On veut vous aider à comprendre les technologies qui vous entourent par la démocratisation des procédés de fabrication. On veut aider à produire localement par un accès à un écosystème technologique durable. Puis on veut vous aider à réduire votre empreinte écologique en réparant plutôt qu'en achetant. Donc ça, c'est nos 6 énoncés. Donc, tout ce qu'on va générer comme activité vont être orientés autour de ces 6 énoncés de mission-là, qui nous assurent en fait d'avoir un offre de service qui est cohérent et qui va mener à de la transformation ou à un empowering social d'individus qui va venir au laboratoire. Au travers ces énoncés-là et ces activités-là, on souhaite avoir de l'impact sur différents volets de notre vie. On veut avoir un impact sur l'environnement. On veut prototyper un futur plus vert, par exemple. On veut avoir un impact sur l'éducation des nouvelles générations. On veut prototyper des solutions à nos problèmes pour apprendre puis aller plus loin. On veut avoir un impact sur le réseau des bibliothèques du Québec. On veut prototyper la bibliothèque du futur. On veut avoir de l'impact sur les relations sociales. On veut prototyper un nouveau transfert de connaissances via le concept de tiers-lieu. On veut un impact sur le monde. On veut prototyper avec le monde entier. Puis, on va avoir aussi un impact sur l'économie. Comment? Bien, en fabriquant localement avec les entrepreneurs d'ici. Donc, c'est vraiment tous ces énoncés-là de mission puis d'impact qui nous permettent en fait de garder cette ligne-là directrice, si on veut, qui nous mène à générer des activités qui sont cohérentes dans notre ensemble, puis à nos usagers. Je peux vous donner un exemple concret. On a monté une activité récemment d'initiation à l'innovation ouverte, dans laquelle on va inviter des classes de jeunes adolescents à développer une solution concrète pour un problème réel. Donc, cette année, on a eu des gens qui sont venus à la Grande Bibliothèque
des gens à mobilité réduite ou des gens aveugles, donc qui vont se déplacer avec une canne, qui vivent en fait une rupture dans leur expérience usagée. Quand ils vont au comptoir de service, ils ne sont pas capables de manœuvrer leur livre, la bibliothécaire, puis leur canne en même temps. Donc, c'est une espèce de problématique d'expérience usagée. Puis, j'ai une collègue qui était venue me voir qui me dit mais est-ce qu'arrivez-vous capable de construire des supports à canne pour ces usagers-là? Là, je dis bien, c'est sûr qu'on est capable. Il me semble que ça serait encore mieux de demander à nos jeunes si eux seraient capables de trouver des solutions. Donc là, on a interviewé ces gens-là qui vivaient cette difficulté-là à la bibliothèque. On en a fait une vidéo qu'on présente aux classes. Donc, on va comprendre la problématique. Après ça, on va diviser la classe en 3 sous-groupes. Un groupe qui va se pencher sur le design, la résolution de problèmes. L'autre groupe qui va se pencher sur la fabrication technique. Puis le dernier groupe qui va travailler sur la documentation du projet. Puis à la fin de ça, on se retrouve avec un prototype imprimable en 3D. Puis la classe va repartir avec une solution qu'elle peut communiquer et documenter. Puis après ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on génère beaucoup d'engagement. Les jeunes veulent avoir de l'impact sur la bibliothèque, veulent avoir de l'impact sur leur lieu. Puis ça, c'est une façon de leur permettre de le faire de façon structurée en les initiant au processus de prototypage via une méthodologie d'innovation. Ça résume un peu ce qu'on fait, je dirais. Merci beaucoup, Mathieu. Non, je tiens vraiment à souligner l'excellent travail. Puis, en fait, la qualité de la réflexion derrière cette approche-là qui structure vraiment l'offre. Puis ça, je pense que c'est un exercice qui est vraiment important à faire en bibliothèque ou ailleurs, mais particulièrement en bibliothèque pour s'assurer qu'il y a une bonne compréhension non seulement de la place du lab dans la mission de la bibliothèque, mais aussi d'aider, comme tu le dis, à orienter concrètement les activités qu'on fait pour qu'ils répondent à un objectif, parce que c'est facile de multiplier les activités puis de montrer toutes sortes d'affaires. C'est plus demandant en temps, en ressources et en réflexion de s'assurer qu'il y ait une cohérence puis que chaque activité se bâtisse une l'autre en termes d'un cursus pertinent. Donc, je voudrais accueillir notre troisième panéliste qui est avec nous des Pays-Bas, de Fab Lab Factory, qui va venir nous présenter en fait le travail qu'il fait pour aider les bibliothèques à développer une offre de service Fab Lab et puis comment on peut développer des outils pour favoriser l'apprentissage chez nos utilisateurs. So welcome to the panel. I'll let you introduce yourself in English. You'll do it way better than I could, and then go ahead and I'll resume in the chat. Okay, can you hear me? Oh. Good. Do you hear me or not? Yeah, good. Yes, we can. Yeah. Okay, that's good. Can I share my screen in the meantime? Because for that, the host needs to allow me to do that. I don't know why. Oh, no, okay, sorry. It's the... because now okay, now I can. All right, do you see my screen? Yeah? Okay, so first of all, I want to thank the organizers, in particular Thomas and Mathieu and Jérôme, for having me in this panel. So I will do this in French, although I'm a Belgian guy, so I'm supposed to understand and to talk French. Mais j'ai juste entendu que le français qu'on parle ici en Belgique est un peu différent que le français que j'ai entendu juste dans ce meeting. Mais en tout cas, je peux me débrouiller en français, donc il n'y a aucun problème de me poser des questions et tout ça.
Okay, thanks. So my name is Stijn de Mil from FabLab Factory, and I want to give you a short presentation about the work that we have started a few years ago in libraries here in Belgium and the Netherlands. We call it the Benelux region, in order to democratize access in general when it comes to digital fabrication tools for kids, for adults, for older people, and where we are now, because this is something that is still in development, and I think will always be in development. So a little bit of my personal history. I've always been a lecturer at different university colleges in Belgium. And by chance, I got into contact with the concept of a Fab Lab in 2010. At that moment, I think in Europe, we only had like Fab Labs in, of course, you had a Fab Lab in Barcelona, you had a few Fab Labs in Iceland, but at that moment, it was not yet widespread as we have it right now. But in the end, I got the opportunity to start Fab Lab Brussels in 2011, and out of that, we developed a lot of projects. I've always been interested into everything that has to do with lifelong learning, with social innovation, and with high-tech entrepreneurship, and those are the different things we have been working on. Now, out of all the projects that we have been doing between 2011 and 2015, for example, we had the Fab Lab of Erpenmeren started. This was basically the first Fab Lab in the context of a middle/high school in the Benelux region, and it immediately had a huge impact on the school, because of course, in the context of a Fab Lab, it's no longer kids that need to sit still behind their desk and listen to the teacher. So in case of a Fab Lab, the context is more inquiry driven. So kids, they must be able for themselves to experiment and play with, in this case, with technology. And by doing that, try to construct their own knowledge on some basic principles in science and technology. So in 2015, I started then this company, Fab Lab Factory, at that moment as being a reseller for like the typical equipment that you need, and also to give workshops and trainings. In 2017, we created this mobile van, which is called the Steam Machine. And this is a van that since then we have been using to visit different libraries and schools. The inside of the van is like a mini makerspace, a mini Fab Lab, and the outside is like an interactive installation. So what we do with this van, we go to events, to venues. We also organize workshops, but the main idea is to show to program managers, to librarians, to teachers, what a Fab Lab is and what it could bring to your organization. In the end, in 2019, we launched a first package, which is called the Fab Lib, the Fabrication Library. So a specific hardware toolkit for libraries that want to start offering maker activities. And the team behind it, a lot of young people, a lot of people that are still studying at university. So the core mission, and I think that we all share, is
and in particular within our organization is how can we empower everyone to become the next 21st century makers and designers. So that's the challenge that we want to help organizations with. And in our case, we understand that as how can we make sure that learners are equipped with like STEAM and DIGCOMP skills, DIGCOMP standing for digital competences. And we believe that actually libraries are like the perfect places where this kind of things can happen, because the libraries are already there. They are well spread between cities and rural areas. And in fact, it's completely in line with the historic mission of a library. And that is to democratize access to all kinds of literacy. And this is just one form of digital literacy that is infused with making things, with tangible things. Of course, the thing is, and I have spoken with, I think, around 300 to 400 librarians over the past 4 years in Western Europe. So there are a lot of challenges before you can get started with a Fab Lab or a makerspace. And it's easy to talk about the practical challenges, but still they are real. So you have the challenge of a budget to start with. Then you have a question, what equipment do we need? Because if you look to the amount of, for example, 3D printers and brands, it's like incredible. There may be 100 different brands, and then even in one brand you have different types, and that is also true for all other type of tools. But the tools themselves, they will not help you. You cannot just put tools out there in your library and then hope for the best. So what we do, we create some tutorials, projects, activities. In the best of the worlds, you would always have people, you would always have manpower that belongs to the staff of the library and that can coach and guide all kinds of activities. But the reality, at least in, for example, the Benelux countries, and I see that in a lot of other countries as well, is that this is kind of a luxury position that most of the libraries cannot afford. So just to give you an example, over the past 25 years, at least in Belgium, the budget or the investments that have been made into the cultural sector, and in particular into the sector of the libraries, has decreased time over time. So this is maybe like this is maybe specific for Belgium, but when I talk to librarians, I can see a sort of fear in the way that, for example, our government 25 years ago decided that libraries should no longer be, or that communities will not longer have an obligation to install or to maintain a library. Yeah? So that is the case, for example, in Belgium. So a lot of libraries and librarians are like in a sort of defense position. Also, the narrative is not in favor with libraries. What I mean by that is, in
in our country, and I see that in a lot of other countries as well, the narrative about libraries is it's a book lending place. Why in this age of the internet where you can buy or borrow books online, why should we still have a library? Yeah. I see this narrative less in the Scandinavian countries. In Scandinavian countries, whether it's Denmark or Sweden or Finland or Norway, there is a much bigger investment into the cultural sector, and also the way that community is looking towards librarians is different than it is, for example, here in Belgium or in the Netherlands or in places like Germany, and for sure in the south, in the east and in the south of Europe. There, that narrative is even more present. So for a lot of libraries in Europe, they really have the knife on the throat, I would say, and they really have they really need to reinvent themselves. Yeah, that's the feeling, or that's the information that I get when talking to a lot of people, a lot of librarians all over Europe. Okay, back to the practical challenges. The thing is, of course, digital fabrication. Yeah, that means you have digital equipment, so that comes with software. But then the thing is, okay, can we install this software? Because most of the times in libraries, for example, the hosting and the IT or ICT infrastructure is sourced out to companies, and they do not have access themselves. Or if it's not outsourced, it's taken care of by the own administration of the municipality. But in that case, it's I would say it's not easy to manage it. It's difficult for librarians to get what they need, I would say, in terms of ICT infrastructure. And because of all these kind of challenges, we decided to create a learning platform and also to create digital tools that have the ambition to overcome all of the hurdles that are prohibiting non-technical users, like so people that are not engineers or not designers, to be able to use all the tools, and that's within the context of a library. Now, the biggest obstacle is fear. That's always the common factor. How do you start with that? And we are understaffed. It's for us impossible to also start up these kind of activities. And we know it from the 80s, when we were the first one with computers and things like that. There is always problems with the machines, always. And all the customers, the visitors, they will always come to us to ask for this and that. And this is just impossible for us. This is not our background. This is way out of our comfort zone. We are really not trained to do this. When I became a librarian, I did it because I just love books and I love literature. But yeah, I have never had a background or a specific interest in making and designing things. So that's also a big obstacle that we have to overcome. Yeah. Although I must say that all librarians and all libraries where we show our concept, they all say, okay, that's cool. And we see that it makes sense to host these kind of activities in the libraries. The only thing
for them is, but I am not a maker, so how am I going to be able to solve all those kind of troubles? So that's a thing that comes back often. But again, that's also the reason why we started to build this learning platform in order. Actually, what we say to librarians is, look, if you start with this system, we are going to try to make sure that you will not have any additional tasks within your job description. So you will not have an extra workload because of the fact that you started, or because of the fact that your library started with these kind of activities. So that's how we developed Learn, Make, Share. So there are 3 pillars. So you have the learning part, which is like an online learning system where people can get into, so they can learn already a lot of things at home or in the library or at school or wherever they want, and then go to the library because there is the tools, and there they can meet with other makers. So that's our approach to how to get this in, how to get this running in a sustainable way in libraries, and especially in those libraries that cannot afford staffing to help the visitors into their journey of becoming a maker. So we have a lot of tutorials in the system, and the idea is that people that want to learn something, they can go through the tutorials, do some assessments, and that they are able to earn a digital badge. Yeah. So for example, if they want to start making use of the 3D printer, they go through a tutorial. They so that explains like the basic operation. Then they can go to the library to say, look, we went through the tutorial and I want to do my practical tests. So then they have to explain to the librarian how it works and not in the opposite direction. And if that is okay, if the librarian sees, okay, this kid or this person was able to show the procedure, knows about the safety procedures, and knows how to operate the machine, change the filament, for example, so the basic stuff, then that visitor gets a green badge. And as soon as somebody has a green badge for a machine, they're free. They can use it themselves autonomously. Yeah. So what we try to balance here is like a very important pedagogical aspect of make sure that the learning process, and yeah, if you are learning about making and designing things, it's obvious that kids, learners in general, need to be able to make use of those machines autonomously as soon as possible. They need to be able to control the machine. But of course, as a librarian and as a library, you want to be sure that if people make use of the laser cutter, that they're not going to fire down the place, right? So those are 2 things that well, for which we have suggested this sort of solution. So by making use of the badges. Then for the rest in our system, all the activities that we have listed, we try to go to what is called meaningful making. And you have Professor Paulo Blickstein from the FabLearn network that has done and is still doing a lot of work on that. He started with the FabLearn network, I think around 2011, 2012 at Stanford, and then now since a few years he works at Columbia University, but he's still
continuing to do that. So he does a lot of research about maker education and fostering maker education, both informal, but for sure also in informal settings. So, but this idea of what is meaningful is, okay, the question is who is going to decide that? It's a difficult call. So what we decided is that we would use 3 international, I would say, frameworks to help us in that challenge. So all of the activities, we try to motivate our content developers as much as possible to find and make references towards the Sustainable Development Goals, to the 21st century skills, and then it is a little bit particular to the European Union, but also to the DIGCOMP framework. And the DIGCOMP framework is the digital competences framework that is being put forward by the European Commission over the past few years, and that encompasses everything that has to do with lifelong learning in the digital age. So it's like quite a big framework. Next to that, we also developed some custom tools. So for example, I think over the past 10 years, we made extensive use of things like Illustrator and Inkscape to give the first introductions for a lot of people in 2D-dimensional design, and then getting out that file and then going to the next piece of software for the vinyl cutter or the embroidery machine or the laser cutter or any other tool. And of course it works, but I thought that we needed a better tooling for that in general, just to take away the complexity, because it's not about the software tools. It's not even about the it's not even about the hardware tools. What we really try to do here is how can we help a user by offering tools that make it more easy for concepts and ideas to, first of all, visualize them by means of a drawing, a 2D drawing, a 3D model, by means of code. And then how can we make sure that we remove all the barriers so that these visualizations can be created, can be transformed into tangible pieces as fast as possible, right? And so what we developed is like really an educational setting. What we developed is never going to be used by engineers or designers because we try to solve other problems. So these are a little bit of screenshots, but if you're interested, I'm happy to share some accounts with you. I'm just going to finish with a very short movie about how our system works. So there is no sound passing by, so I can continue to talk. So here you see my colleague Dieter. So we have different, as you can see behind me, we have different studios with a lot of cameras and all of the tools. We had to invent something because of Corona, because we always went to the library or we went to a school to give trainings, but that was no longer possible. So we set it up some compact multimedia studios. And to be honest, it works even better, which is strange. It works now better by giving online training than beforehand giving on-site training. Sorry, Stijn, I don't want to cut you off, but do you think you could conclude quickly in a few minutes and we could pass to the discussion section, and then we could sorry, I didn't want to interrupt. Yeah, no problem, no problem. So I will just show it. It takes 1 minute.
So what you see here is he develops something in the drawing program, exports it, for example, to a vinyl cutter. Then he does the same with the laser cutter. And this is an example that librarians can do themselves after 3 days of training. So they can make designs, cut them with a laser cutter, or things like this, or make something that they can put on a 3D printer, or program a little piece of code for the microbit. And our aim in training librarians is not so they will then start organizing workshops, but more, how can we make sure that the librarian, him or herself, feels the joy of creating something. That's it. So that's the thing that we want to achieve with the librarians, and I think from there all the rest will follow automatically. Okay, thank you very much. I'm going to stop sharing my screen now. Thank you very much. It's really interesting. I think you address a lot of issue we have in the library concerning not only access with the, like you said, the TE administration that might be complicated to install, but also to have simple tool to introduce you to different skill set or different technique. This idea to reduce friction at entry, I think it's really, really key, both for the staff and for the user in the libraries. Dans le fond, je trouve ça super intéressant, puis ça fait un lien avec ce que je voulais discuter un petit peu par rapport au travail des bibliothécaires. La question des ressources, la disponibilité du temps revient vraiment... oui, effectivement, le lien pour le site, vous pourrez le partager dans le chat. Puis vous pouvez aussi lui écrire un courriel. Comme il a dit, là, il y avait des codes d'accès. Je pense que, correct me if I'm wrong, but I don't think it's publicly available yet. Oui, pour le moment, on n'a pas encore lancé officiellement le logiciel. Et normalement, ça doit commencer, je pense, le 16 octobre. Parce qu'à ce moment-là, on va, avec la Steam Machine, faire Aarhus in Danemark pour y lancer le software sur le premier Maker Faire depuis 2 ans. Mais donc, c'est déjà accessible, mais ce n'est pas encore lancé officiellement. Mais donc, je vais placer le lien ici dans le chat. Parfait. C'est juste learnmakeshare.io. Voilà. Super, merci beaucoup. Et ensuite, il y a un bouton pour entrer comme guest. Super, merci beaucoup. En fait, c'est des outils qui sont intéressants à explorer. La question des badges aussi, c'en est une qui revient régulièrement comme outil pour faciliter l'apprentissage autonome, puis aider les apprenants à naviguer à travers les différentes possibilités sans nécessairement avoir à être pris par la main, parce que ça nous permet d'exposer en fait un ensemble de compétences, un ensemble de choses, et puis de leur donner une plateforme, un lieu pour l'explorer plus librement. Puis, je suis d'accord avec le commentaire qui a été fait dans le chat. C'est vrai que cette première interaction-là, que ce soit avec l'outil, que ce soit avec le logiciel, que ce soit avec l'espace, est vraiment fondamentale dans comment l'apprenant, comment l'usager va bâtir sa relation avec le lab, avec ces technologies-là. Avant de passer à la discussion, il y a un petit concept, je pense, qui est revenu. On parle beaucoup du rôle de l'animateur. Mathieu a parlé de l'importance
d'avoir une vision claire qui sert à structurer les activités. Il y a un concept dans mes recherches sur lequel que j'ai utilisé que je trouvais particulièrement intéressant pour le rôle, pas juste des bibliothécaires, mais l'ensemble des professions dans les laboratoires en bibliothèque, on pourra en reparler, mais c'est la notion de ce que l'auteur appelait du travail frontière. C'est-à-dire vraiment une partie de notre travail, c'est de définir notre travail. Dans le fond, quand on est en bibliothèque, une partie de ce qu'on fait, c'est de décider, en fait, pas nécessairement de décider, mais d'évaluer puis de voir, OK, pour faire ce travail professionnel-là, qu'est-ce que je devrais savoir puis qu'est-ce que je devrais faire? Puis c'est pas clair, c'est pas une job qui vient qu'un manuel d'instruction puis des décennies d'expérience. Je veux dire, il y a beaucoup de matériel, il y a beaucoup de recherche, mais cette activité-là de définir notre travail prend du temps. Donc, on peut pas s'attendre à ce que les professionnels, les employés, le personnel du lab puissent faire, ça c'est le classique, on a 6 heures d'ouverture de lab, on va vous payer 6 heures pour faire 6 heures d'activité dans le lab. Ben ça, malheureusement, ça pose d'énormes obstacles, tant en termes de préparation, en termes de formation. Et puis, il faut que les gestionnaire, il faut que ça soit clair que dans notre rôle, il y a une partie du temps qui est consacrée à définir notre rôle. Puis c'est dur à vendre, c'est vraiment dur à vendre. Mais puis c'est pas juste parce que c'est nouveau non plus, parce que le domaine, par sa nature, à moins qu'il y ait des changements vraiment importants dans comment on développe les technologies et les outils, mais ça ne sera pas la même job dans 5 ans, dans 10 ans, en termes d'outils, en termes de ce qu'on fait, en termes de compétences. On se concentre vraiment beaucoup sur la fabrication, la programmation. On voit venir de plus en plus les aspects en biologie, en sciences des matériaux venir, beaucoup de textiles qui s'en viennent. Donc, j'ai l'impression que le skill set et le champ de compétences qui va faire partie du travail en lab va être en constante évolution, puis il faut que ça soit intégré dans la conception de notre pratique professionnelle, d'être capable de faire cette réflexion-là, d'avoir le temps. L'autre chose aussi qui était clé, et là j'ai un petit blanc, mais je vais y revenir, c'est cette idée-là, dans le fond, de décentraliser l'apprentissage, puis de reconceptualiser un petit peu notre travail. Et puis là, je viens de revoir l'idée que j'avais. C'est une discussion que j'ai eue avec Mathieu, on n'est pas des spécialistes, on ne le sera pas. Il y a une valeur à avoir un travail de généraliste. C'est pas, comme je disais, généraliste, puis c'est pas dans le sens que tu n'es pas excellent dans rien, c'est que tu es assez bon dans tout pour être capable d'en parler. Puis Mathieu a utilisé un concept que j'aime bien, c'est que tu as le vocabulaire de plusieurs champs d'expertise. Tu ne seras pas un expert, mais tu as le vocabulaire de plusieurs champs d'expertise qui te permet de créer des connexions, d'avoir des discussions à un certain niveau avec tes usagers. Mais cette attitude-là de généraliste, il y a un élément qui est clé, selon moi, c'est l'humilité. On n'est pas dans une réaction on ne fournit pas de la connaissance, on n'est pas en train de donner, on n'est pas la source de la connaissance. Puis c'est vraiment une attitude qui est importante à avoir. C'est correct de ne pas savoir. C'est correct de ne pas savoir, c'est correct de se tromper. Puis c'est correct de ne pas savoir et de se tromper en face de l'usager pendant que tu fais le service, parce que cette étape-là fait partie du processus. Je dis souvent à mes jeunes, si tu as fait de quoi, tu t'es pas trompé une fois, ça n'a pas été difficile, puis tu l'as fait, au final, tu n'as rien appris. C'est plate, tu as eu du fun de passer 1 heure, tu as fait le truc de 3D, mais tu ne vas pas poser une question une fois, tu n'as pas été bloqué une fois, ça a bien été, tu as tout fait. Tu as fait de quoi, mais tu n'as pas appris. Donc, cette attitude-là est importante, puis c'est quand même un peu difficile à avoir parce que la peur, la peur qui a été mentionnée de dire que, OK, mais si je ne le sais pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si je me fais poser une question à laquelle je n'ai pas? C'est sûr qu'il faut être confortable. C'est là que l'attitude des personnes qu'on a en bagage est probablement plus importante que le skill set avec lequel ils viennent, parce que le skill set est probablement la chose qui se développe le plus facilement. L'intelligence humaine, la capacité de vulgariser, la capacité d'apprendre rapidement, c'est des choses qui sont assez centrales. Ça nous amène aussi à la réflexion, en particulier en bibliothèque. En fait, c'est pas juste pour les bibliothécaires le travail de Fab Lab en bibliothèque. Puis je pense que c'est quelque chose qui
qui a besoin d'être intégré encore un peu plus dans la culture des bibliothèques, dans l'administration, comment elles sont gérées, comment les gens sont rémunérés et engagés. Mais il y a clairement un rôle pour un bibliothécaire dans un Fab Lab de bibliothèque, puis j'aurais même à dire dans n'importe quel Fab Lab, parce qu'on génère des quantités faramineuses d'informations, de données, de fichiers. On gère beaucoup de choses qui ont en lien avec la documentation, avec répertorier des tutoriels, des choses comme ça. Ça, c'est clairement du travail d'un professionnel de l'information, en plus pour l'intégrer dans le contexte des bibliothèques. Mais il y a des tâches de designer, il y a des tâches de gestionnaire de parc informatique de réseau, il y a des tâches d'éducateur. Et puis, il faut quand même, je pense qu'il y a une réflexion à avoir plus largement dans quel genre de background qu'on recherche, quelles sont les exigences. Parce que je pense qu'il y a encore, en bibliothèque en particulier, il y a un peu cette attitude-là que le bibliothécaire va être le couteau suisse, le couteau suisse du Fab Lab et va être capable de faire un peu tout. Puis c'est en mettre beaucoup. C'est en mettre beaucoup sur nos épaules. Je ne suis pas encore bibliothécaire, mais je me dirige vers ça. Mais dans le sens, c'est en mettre beaucoup de pression et beaucoup d'attente par rapport à ça. Puis je pense qu'il y a besoin d'avoir une attitude là. Puis c'est aussi essentiel, selon moi, pour créer ce qu'on veut. C'est-à-dire c'est un espace où il y a une communauté de gens qui vont apprendre ensemble. Puis nous, oui, on a un rôle spécial dans cette communauté-là, mais on n'est pas comme au-dessus de la communauté, on est carrément dedans. Là. C'est vraiment une reconceptualisation qu'on a. Puis, je pense que ça nous amène aussi peut-être à discuter plus spécifiquement de pratiques, du type d'activité qu'on fait, du type d'attitude. Puis, je peux commencer en disant, nous, surtout depuis qu'on est réouvert après le COVID, on ne donne plus d'activités de groupe pour différentes raisons, comme les espaces, les restrictions. Et on fonctionne exclusivement en accès libre où les gens viennent explorer. Et notre rôle devient beaucoup plus de leur poser des questions sur leur projet, en fait. Poser des questions. Souvent, la première intervention, en fait, c'est juste est-ce que vous savez ce qu'on fait, vous savez c'est quoi? On est plus présent dans le temps les gens viennent. Il y a cette petite accroche-là à faire. Et après ça, c'est de poser des questions pour les aider, comme Mathieu disait, à aller dans ce processus de design-là, de préciser l'idée, la décomposer. Moi, je le fais particulièrement avec des jeux vidéo. OK, tu as une idée de jeu vidéo, mais c'est quoi les différentes composantes de ce projet-là? C'est quoi les différentes parties? Comment sont mis ensemble? Chaque partie, comment tu peux les faire? Puis de les faire expérimenter. L'itération, le processus d'itération est vraiment clé dans cet apprentissage-là. Idéalement rapide, le plus possible, dépendamment des projets, de ne pas nécessairement attendre d'avoir fini tout le projet pour le tester, l'évaluer, et puis d'être capable de le décomposer comme ça. Puis, dans les faits, dans ma pratique, ça passe énormément par l'utilisation de questions, en fait. C'est vraiment mon outil privilégié de travail, c'est de questionner l'usager sur sa démarche, puis de l'amener à réaliser qu'il n'y a pas toutes les réponses encore, puis qu'il y a des questions. Une fois que ce processus-là est fait pour construire le modèle mental de ton projet, ça devient beaucoup plus facile de générer la motivation à l'apprentissage à partir de ça. Fait que ça, c'est vraiment ce que j'essaie d'intégrer à la fois dans l'accès libre, puis éventuellement, quand on va refaire des activités, ça va être mon gros défi présentement, puis ça va être un peu mon ouverture pour la discussion, c'est qu'en contexte de groupe en particulier, quand on accueille des classes ou des groupes là, où on dépasse une douzaine, une quinzaine de personnes, je trouve que ça devient un peu plus logistiquement compliqué de faire cette démarche-là itérative, de fonctionner avec des questions. Et ça devient rapidement tendant de tomber dans le follow me through the step, là, dans le sens de quand on a un groupe de 20 devant nous, c'est plus difficile de générer cette réflexion-là individuelle chez les 20. Et puis, je suis encore là, à développer ces techniques-là, ces pratiques-là. Un des outils que j'ai trouvé qui est particulièrement intéressant, puis je vais conclure là-dessus, c'est d'encourager les jeunes à s'apprendre un l'autre. Donc, je laisse beaucoup de temps libre, de trous dans mes activités de groupe où je donne des défis et puis les 2-3 qui finissent le défi en premier, je les mets sur la run de lait pour faire le tour des autres. Puis c'est extrêmement valorisant pour les enfants, puis ça consolide leur apprentissage, puis ça crée des dynamiques sociales différentes dans la façon que le groupe fonctionne aussi. Donc, je vais ouvrir la discussion à tout le monde. Si vous avez des questions pour nous,
Si vous voulez, en fait, nous, ce qu'on voudrait vraiment, c'est que vous partagez vos expériences, votre contexte, vos méthodes, vos petits trucs et vos défis. Merci beaucoup à nos conférenciers, là, vraiment super intéressant. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Sinon, moi, je vais avoir des questions. J'ai une main levée. Jérôme. I'll be the first to talk. First, just about the no Pokemon at Quebec's library. For me, it's a bit funny because I'm always saying the precise opposite. I'm telling them, oh, if your project, if you just want to try, go ahead, do it. There's no bad project. Of course, afterward, I'll push them to improve it and do something else. But on my side, I think that there's already a lot of learning in just printing. But as I understand, your activities are made with formal groups. They have a time and so on. So it's not the same as one kid coming to the Fab Lab just by himself. You don't need to answer, but if you want, you'll do it afterward. But mainly, okay, you are in huge cities and you have big libraries. But I'm from the Lower St. Lawrence regions, and in my town we are 600 inhabitants. We do have a small library. They are all linked together by a kind of network in which they share books and knowledge. Also, they have digital tools that, and I went to do a small presentation to them maybe 3 years ago about what is a Fab Lab and so on. It was quite funny because during the presentation, usually I put some jokes, but they don't catch all of them. But at that presentation, they were laughing as if I was a stand-up comic. It was quite funny. They want to do something. They are based on volunteers. They are not open very often, but if you remember, by the year 2000, there was the internet access community program, and each small library was giving some computers to give access to the population. And they feel that this should do the same with making technologies. But their volunteers are quite afraid and so on. When I came to your workshop, I thought that you were about to talk about it. I don't know if you have more ideas than me on how to help them, if there is some program somewhere, or that's it. That's my question. Quite a bit confused. Sorry. Voulais-tu, c'était pour Mathieu? Oh, everybody. Pour répondre à ta question sur les Pokémon, l'idée derrière, c'est que, premièrement, on est dans une bibliothèque, on a des enjeux d'initiation en droit d'auteur. Donc, c'est sûr que si on va recopier l'image de quelque chose qui existe, qui est copyrighted, c'est pas... on ne peut pas faire ça. C'est dans notre nature, puis dans notre mission de sensibiliser les gens au droit d'auteur. Après ça, on peut rentrer, il y a d'autres questions qu'on peut se poser. On peut diriger après ça vers le monde de l'open source. Ça, c'est une clé qu'on a en main pour pouvoir sensibiliser notre jeune. Après ça, quand on a sur place des gens qui sont capables de montrer un logiciel de modélisation 3D dans l'espace d'une vingtaine de minutes maximum, puis de générer un objet, mais c'est beaucoup plus empowering. L'enfant qui rentre en pensant imprimer un Pokémon puis qui ressort qu'un objet qu'il a créé lui-même va être beaucoup plus empowered, même si à la base, il veut faire le Pokémon. Puis ça, c'est notre habileté de médiation puis d'animation de l'année ailleurs, de l'année là où ça compte pour vrai. Puis là où ça compte pour vrai, c'est dans la création puis dans le processus. L'imprimante 3D, si on ne lui envoie pas une idée, si on ne lui envoie pas un objet, elle n'imprimera jamais rien tout seul. Elle ne sert à rien. La machine, si elle n'a pas un cerveau derrière elle, elle ne sert à rien. Donc, c'est pour ça que nous, on insiste sur la création et sur le processus. Je vais faire un petit peu de chemin sur le Pokémon parce qu'on a eu cette même enjeu-là. Je pense que les deux labs ont commencé sensiblement là,
peu avant le Pokémon Go, Pokémon Go, puis il y a eu une vague. Nous, un petit peu entre les deux, en fait, entre Mathieu et Jérôme. Niveau des droits d'auteur, c'est une réflexion qu'on a eue aussi. Nous, on tombe un petit peu là, dans le fair use puis l'utilisation non commerciale. Mais c'est une réflexion qu'on devrait plus approfondir parce que, pour être 100% honnête, ça n'a pas été nécessairement dans les priorités de ce qu'on avait eu le temps de vraiment analyser à 100%, mais c'est une réflexion qui est présente. L'aspect exploration, souvent dans une première visite, une première découverte, dépendamment du temps qui est disponible ou pas, on va favoriser la création d'un objet simple sur Tinkercad. De quoi, comme tu dis, ça peut être un cube sur lequel tu as mis un rond, puis c'est good. Parfois, pour essayer de faire le pont là, un peu entre les attentes et ce qu'ils ont fini par faire, je vais faire un peu des deals avec les jeunes, dans le sens, si tu fais telle création, on va être capable d'imprimer le porte-clés que tu m'as dit que tu voulais faire ou quelque chose comme ça. C'est sûr que c'est un peu du chantage émotionnel, mais c'est aussi pour leur faire réaliser qu'ils sont capables. Parce que souvent, je vais donner un exemple, on arrivait à un jeune qui voulait faire imprimer une figurine de Sonic. Un peu la même dynamique. Je n'irais pas prendre le truc de Sonic super détaillé en 8 parties assemblées pour les hobbyistes, puis faire une impression de 16 heures avec le kid qui est venu 5 minutes. D'un autre côté, ce que j'ai fait, c'est qu'on est allé regarder les modèles de Sonic qu'il y avait. On a regardé aussi sur Tinkercad comment ils avaient fait un petit peu. On peut les recomposer, les décomposer dépendamment. Je lui ai fait faire un personnage de base. C'est vraiment juste serais-tu capable de faire l'équivalent d'un bonhomme allumette, mais avec le 3D? Et puis, une fois qu'il a fait ça, ben là j'ai fait imprimer pas la grosse figurine, j'ai fait imprimer et son personnage et un petit porte-clés avec le logo du truc qu'il voulait. C'est pas ce que je privilégie, mais si j'ai le choix, la personne va partir sans l'avoir fait ou la personne va prendre le temps de regarder comment la machine marche puis le faire, je vais le faire. Mais je ne montre jamais à quelqu'un comment l'imprimante marche sans lui montrer au minimum Tinkercad. Ça, c'est comme un peu ma règle. Je vais le laisser explorer la machine sans nécessairement qu'il ait passé des heures dessus. Mais quand il part, je veux qu'ils connaissent les deux. Comme Mathieu dit, une imprimante 3D tout seul, c'est pas utile. Fait que ça te prend comme l'autre moitié de ce processus-là là, pour le faire. C'est sûr que toute la dimension de facturation aussi, là, que dans les bibliothèques, est un peu complexe pour nous, surtout au niveau de la ville de Montréal, là, qu'on ne peut pas vraiment faire. Fait que, on a des négociations aussi. On a des normes, mais on est flexible un petit peu là-dessus, ce qui, des fois, n'est pas l'idéal, mais qui nous permet aussi de faire des choses intéressantes. Un des mécanismes qu'on a pour contourner ça un petit peu, c'est pour les trucs plus volumineux ou plus importants comme projet, si on voit qu'il y a une réflexion derrière et qu'on s'engage à le faire avec l'usager, pour mitiger les coûts, on va leur demander des fois d'amener leur propre matériel, leur propre bobine de fil, leur propre vinyle, des choses comme ça. Puis on va les faire dans des périodes moins achalandées. Puis on fait l'accompagnement par rapport à ça. Mais c'est vrai de toujours ramener vers le processus. Souvent, les gens arrivent avec une idée d'un produit fini en tête. Notre travail, c'est vraiment de faire le lien entre il n'y a rien puis il y a le produit. Tu as ton idée dans ta tête puis tu as le produit, mais c'est quoi le chemin entre les deux puis c'est quoi la méthodologie, en fait, pour y arriver? Si je peux me permettre, nous, un des angles qu'on aime aborder pour résoudre ce problème-là, ou pour accrocher le jeune, c'est les objets de la vie courante. C'est quelque chose, on va essayer de lier les créations qu'on fait à des objets qu'on touche tous les jours. Je pense par exemple à une poignée de tiroirs. Bien, si on est capable de faire ça dans Fusion 360 avec 2 fonctions. Dans l'espace de 5 minutes, je suis capable de faire à quelqu'un une poignée fonctionnelle. Là, la personne, elle se dit « Ah, cool, fait que je pourrais tout remplacer mes poignées chez nous. » Puis à ce moment-là, tes poignées ne viendront pas de Chine. Donc, tu as produit à la bibliothèque. Tu as eu un impact quelconque sur le voyagement des marchandises. Puis tu as réussi à le faire en
Même pas 5 minutes. Il y a toutes sortes d'objets comme ça qu'on a analysés, qu'on va amener les gens à recréer. Je pense à un porte-savon, je pense à un vase, je pense à une poignée de porte, je pense à un peigne pour les cheveux. Donc, ça, c'est tous des objets qu'on peut faire à des gens en dessous de 5 à 10 minutes. À ce moment-là, on génère on active cette lumière-là dans la tête. Je suis capable de créer. Puis après ça, on va dans le bonbon, on va dans l'achat. C'est vraiment une bonne approche, ça. En fait, l'importance de faire le lien entre l'apprentissage et des problèmes concrets. Bon, c'est sûr qu'un objet n'est pas nécessairement un problème en soi, là, mais dans le sens que de vraiment faire un lien pour que les projets aient un impact durable. Puis des fois, avec les enfants en particulier, ça peut être un défi que moi j'ai rencontré parce qu'ils sont beaucoup concentrés sur les objets qu'ils voient, les objets qui sont autour, mais avec vraiment un minimum de framing dans comment tu poses les questions, dans comment tu amènes les technologies. Juste les exemples qu'on donne aussi quand on présente les machines, c'est vraiment de semer des idées de ce que tu peux faire avec les outils, puis de créer l'environnement où ça peut germer. Là. Absolument. Tu sais, à la fin, mettons, d'un tour, d'une animation, d'introduction à la culture maker ou au Fab Lab, on va poser des questions. Qu'est-ce que tu ferais avec telle machine ou avec tel écosystème technologique? Puis si on a bien réussi notre travail, les jeunes sont capables de répondre. Ils sont capables de répondre quelque chose de concret. Qu'est-ce que tu vas imprimer avec ton imprimante 3D? Ben, je vais imprimer, je ne sais pas moi, une nouvelle poignée pour que ma grand-mère puisse transporter ses sacs plus facilement quand elle va à l'épicerie. Soudainement, le jeune va pouvoir voir plus loin que le jeu, plus loin que la figurine. Puis, en faisant ça, c'est une opportunité pour nous autres de lui dire « tu as réglé un problème. Tu as réglé un problème de quelqu'un près de chez toi. Tu es vecteur d'innovation, tu es vecteur de créativité. » À mon avis, c'est le message le plus important que je peux léguer à mes usagers. Oui, puis je pense que notre travail aussi de professionnel, c'est de créer ces opportunités-là parce que il y a des besoins puis il y a des ressources dans notre communauté. Puis on est vraiment dans un lieu où on a la possibilité de les connecter, dans le fond. Parce qu'il y a vraiment ce cadrage-là de la démarche qui est importante, qui n'est pas toujours évidente, puis qui demande du temps aussi. Là, je veux dire, ça demande du temps d'arriver à réfléchir à ces problèmes-là, de cibler des exemples de projets, des angles, des méthodologies pour vraiment cibler ces problèmes-là. Non seulement du temps, mais ça prend aussi cette vision-là, cette philosophie non seulement de l'apprentissage, mais du rôle du lab, en fait, du Fab Lab dans la bibliothèque et dans la communauté en général. Juste une petite anecdote qui démontre qu'on a encore du chemin à faire. Notre arrondissement a publié un dépliant avec un peu un code de couleur avec les groupes d'âge pour quel service s'adresse à qui. Puis les Fab Labs est encore, c'est pour les jeunes et un tout petit peu pour les adultes et un tout petit peu pour les plus vieux. Puis tu sais, ça donne encore un peu cette vision-là que c'est comme une heure du compte techno ou une activité d'animation plus. Tu sais, c'est encore présent. C'est pas partout. Puis je pense que de plus en plus, là, cette connexion-là avec la mission des bibliothèques, l'impact social qu'on peut avoir. Mais c'est là que le type d'exemple de problème que Mathieu apporte est non seulement excellent pour les usagers, mais c'est excellent aussi pour framer le rôle du lab pour nos gestionnaires, nos décideurs, puis la communauté en général. Parce que c'est sûr que si le gestionnaire vient et qu'il voit une vitrine où c'est plein de Pokémon et qu'il n'y a rien d'autre, ben ça frame un petit peu ce que ça fait. Si non seulement des Pokémon, mais tu es capable de montrer le prototype d'un startup qu'il a eu dans le truc, que tu lui montres aussi un hobbyiste qui a fait un moule pour ça, que tu lui montres l'illustrateur qui est venu faire son dessin d'album sur ta Cintiq, en plus des Pokémon, en plus du robot Lego que le jeune a fait, ben là, ça donne un peu l'ensemble de l'œuvre de ce qu'on peut faire. Laurence, tu avais une question? C'est plus un commentaire, en fait. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. Excusez-moi, j'ai pas ma caméra. Il fait chaud chez nous, puis je suis plein de sueur. J'ai enlevé mon chandail. Non, mais c'est juste pour venir un peu au concept de droit d'auteur.
perso, je veux dire, ma perspective sur ça, je sais que c'est un peu difficile d'encourager les jeunes à voler des designs, mais perso, dans ma théorie, ou plutôt pas dans ma théorie, mais plutôt dans ma pratique d'enseigner, il faut toujours un peu s'inspirer de copier aussi ce que les designers ou des artistes plus expérimentés ont déjà créé. De vouloir faire quelque chose qu'on trouve beau, de vouloir faire quelque chose, un design qui existe déjà. Ça, pour moi, c'est pas vraiment un problème. C'est quand ça devient vraiment une habitude, c'est juste ça qui se passe. Thomas peut. Thomas connaît ça. On a un de nos usagers qui aime vraiment beaucoup Star Wars, disons. Il vient souvent faire des sabres laser Star Wars. À un moment donné, on a dû lui dire, genre, c'est bien cool, puis maintenant, tu es un expert à Tinkercad. Tu es probablement une des personnes qui maîtrise Tinkercad le mieux, puis ça, c'est grâce au fait que tu as vraiment voulu faire tes designs de Star Wars. Mais il faut passer à quelque chose d'un plus haut niveau, parce que là, tu fais juste reproduire des choses pour après ça avoir les objets chez toi. On aimerait ça que tu crées un projet qui soit plus intéressant que ça, qui va aussi te challenger un peu plus que ça. Puis j'ai donné un projet pendant la pandémie, puis il me faisait tous les projets, il était super bon. Mais je pense pas qu'il aurait pu faire ça justement s'il n'avait pas eu cet intérêt-là pour Star Wars. Je pense aussi pour Harry Potter, il y a eu une petite obsession Harry Potter à un moment donné, mais je pense que s'il n'avait pas pratiqué en copiant des designs, je pense qu'il n'y aurait pas vraiment cette sensibilité-là à, après ça, pouvoir développer des designs par lui-même. Puis c'est pour ça que c'est un peu tricky. C'est sûr, on ne veut pas qu'il vole nécessairement. C'est comme voler des films, voler de la musique. On ne veut pas encourager ça, mais en même temps, on veut qu'il soit capable de développer cette sensibilité-là, puis de s'inspirer et de prendre de ce qu'ils ont déjà, des copies ou des choses qu'ils ont déjà fait. Je pense que c'est ce que je veux dire. Honnêtement, je pense qu'il y a une ligne entre le copier puis l'inspiration. Quand tu es dans une école de design, c'est ça que tu apprends. On n'apprend pas à copier, jamais. Et on va apprendre à s'inspirer, mais la base de la création n'est pas la copie. Quand on va dans une école d'art ou une école de design, jamais on va nous amener vers ça. On va nous amener vers l'inspiration, puis c'est correct. Puis dans ce qu'il fait, la personne que tu décris, c'est de l'inspiration. Il va recréer un objet qui existe, mais il va le recréer à partir de sa propre main. Il ne va pas prendre l'objet déjà créé pour le reproduire tel quel via des plans, par exemple, qu'il aurait volé ou qu'il aurait pris. Donc ça, c'est la nuance dans ma tête. Faire du fan art, c'est correct. C'est pas de la copie, c'est du fan art. Je pense que la ligne, elle est là. Ce que tu décris comme processus, c'est un processus d'inspiration puis de fan art, mais c'est pas un processus de copiage dans ma tête. C'est une nuance intéressante, en effet. Je suis tout à fait d'accord avec toi, puis je pense qu'on est d'accord ensemble. Mais une chose, par contre, c'est qu'en école de design, en école d'art, c'est niveau cégep universitaire. Ils sont plus au niveau, on n'est plus des enfants à ce point-là. Je suis le d'accord. copiage, puis le fan art, on l'a fait quand on était très jeune. Puis toutes ces affaires-là, on l'a fait dans notre chambre, dans des raccoins où personne ne nous regardait. Oui. Maintenant, il y a les réseaux sociaux, puis tout le monde peut voir ce qu'on fait. C'est ça qui est différent. Nous, on est dans la trentaine, ça fait que c'était pas la même chose du tout, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, puis comment je peux dire ça? Nous, on essaie le plus possible de trouver cette habileté-là à amener le jeune ailleurs. Il rentre avec une idée, puis on va essayer de transformer son idée, avec ou sans succès. Ce que je dis, puis la méthodologie qu'on utilise ne fonctionne pas sur tout le monde nécessairement. Il n'y a pas de recette absolue, de recette magique. Mais on essaye. Je vais essayer de jamais manquer une opportunité de donner le message. Si je ne suis pas capable à la fin, je ne suis pas capable, ça se peut, mais je vais quand même essayer de prendre toutes les opportunités pour semer ces petites graines-là. Same. I have a question for Jen.
You said that it was actually somehow easier now to be online and give your courses or your workshops online than it was when you used to go and meet the students in the school. Could you give us like 2 concrete examples as to why it's a better solutions, since we don't know what's going to happen in the fall with the current Delta variant? Well, what I felt in training actually librarians, because that are like the use cases that we have now, is that because of the fact that librarians often joined the lessons from their homes, they were also more at ease. So there was somehow there was a less, the stress level was lower. Everybody was more, you know, they were following the lessons and doing their stuff from their own living rooms, and that somehow created, I think, a state of mind that made it easier for everybody to tap into the materials. So, for example, then they started using Tinkercad themselves or any other program. And what we have discovered is that, I would say, I think the level of the creations and the sort of freedom of creating things was actually higher than when we do it in group. I think it has to do with some subconscious peer pressure as well, and the fact that you don't have the feeling that there are also eyes above your shoulder. I think that really contributes, but part of it is still like a mystery for me as well, to be honest. But yeah, you know, you see the results. I can compare what it was when we gave, or when my colleagues gave on-site sessions versus what we do now. There was more focus also. There was more focus on making use and trying to create something within their own bubble, I would say. Yeah. Thanks. Yeah, I might have a question more general for everybody that work with library in the context of making. How do you train yourself on that? How do you take the time to learn? What do you prioritize in your learning? And do you have time for that in your job? No? You can talk a little bit, Erin, if you want. That's the challenge for me. I do a lot of learning on my own initiative outside of my working hours. And when I talk to my colleagues about it, I say, well, you're a professional librarian. Of course, you're reading about your profession outside of your working hours. So I just consider it in addition to my personal career development. But it's really hard to find the time to learn more, especially because this is not a traditional librarian role. I'm a makerspace librarian. I'm the only one in this role in my whole library system. So I'm sort of feeling it out as I go. Yeah, I think it's common. And do you have, like I say, volunteer or other people in the network? Are you able to use the skill that exists in the? I understand. Are you in the public library or in a school library? I am. I work in a public library. We have 8 different branches. And we have maker spaces in 3, soon to be 4 of those branches. So
Do you work in all the spaces? I coordinate the spaces. I actually don't get to spend very much time in the spaces themselves. But to go back to your question, sorry, can you say it again? Yeah, how do you train? What do you train in? Do you focus more on the technical aspect, learning the machine, or the teaching education part? So you mentioned volunteers. I would love to have volunteers in my makerspaces. But for us, because we are a unionized environment, that raises so many red flags, and our administration at this point doesn't really even want to have the conversation. Mm-hmm. Which is frustrating for me, because I think our staff who are frontline would really benefit from having experts from the community in and learning from them, because I can only be in one place at a time. I can't be on site at 4 sites to help everyone learn or encourage them to learn. In terms of our approach, it's kind of a combination of the technical side and the process. I try to emphasize the process over knowing how the equipment works intimately. I think I would prefer that the staff who are working with customers in the library frontline encourage that process instead of getting hung up on, oh, I don't know how to explain the intricate technical aspect of how this 3D printer works or how this vinyl cutter works. But it's definitely a challenge sometimes for me. Mm-hmm. Yeah, for all of us. Laurence, tu avais la main levée encore. C'est une vieille main. Tu voulais ajouter quelque chose? Je pense que c'est une vieille. Oh, excuse-moi, j'ai oublié de... c'est bon. Parfait. No, in fact, that brings me to a question I have, and in Montreal, it's the same thing. I think most of the public library in Canada, it's complex with the volunteer question. But at this point, my question is more like, what is the difference between a volunteer for us or a user that spends the day helping other people in the lab? It's really not, not that different. Ultimately, what we want to do is basically having people hang out in the space and teach everybody what they know, which is basically what a volunteer would do. We cannot, I think that the difference is we cannot give them responsibility. We cannot expect them to be there or have the responsibility to manage. But let's say I have a user that wants to give a workshop or something like that. We have process here where they could register as a contractor for the city, and we could give an animation contract. We could open the space to give them, but even that needs some staff to make that happen and to create the link and to talk to this person. That's a big challenge for us. Ouais, yeah. Tu as raison, Marc-André, il y a une signature de quelque chose, une entente formelle. Ouais. Yeah, but there's something in what you said that between a volunteer and a user, a power user or a regular user, that are very similar. And we never talk about volunteers, but we always talk about those users. And when people ask, can I volunteer or what can I do for your space? I always answer, you just can't be here. Build something. Be here and build something. Use it. It's the most powerful thing you can do for us. It's to come and make something. Mm-hmm. If you document it, you are even better. Oui, ben ça pourrait être l'ouverture. En fait, on va clôturer, mais la documentation est un enjeu aussi qui demande du temps, des ressources. So we need to take the time to document, or at least to tell people to document and show them. Mais je pense que les bibliothèques en particulier, puis l'expertise qu'on a en sciences de l'information, c'est vraiment un apport spécialisé, un avantage comparatif qu'on a, je pense, dans la communauté maker, de par notre expertise, de par notre approche, le contexte où on le fait, de développer ce genre d'outils-là, ce genre de pratiques, puis de le partager, pas juste avec nos utilisateurs, mais avec l'ensemble de la communauté maker, parce que c'est un enjeu qui revient, pas juste en bibliothèque, mais
la documentation est souvent là, un peu ce qui est à couper quand il manque de temps ou d'énergie ou de ressources. C'est rare. On va prioriser de faire l'objet, d'avoir l'expérience, d'avoir le processus. Puis cette documentation-là, partage-là, ben, elle n'est pas tout le temps facile à faire, c'est pas tout le temps clair. Quand on parlait des plateformes, il y en a quand même quelques-unes, de vraiment avoir comme un petit processus simple pour documenter. Moi, j'essaie souvent comme la documentation passe souvent vers le fait que tu es fier de ton projet, puis tu vas le filmer, tu vas prendre une photo, tu vas le montrer. Donc ça c'est vraiment la première documentation que j'essaie que les gens le fassent. Puis j'essaie de prendre ce moment-là de « Wow, j'ai fait ça! » OK, veux-tu le prendre en photo? Puis le fait que tu vas le partager, que tu vas avoir de quoi, tu vas pouvoir le montrer aux autres, mais non seulement ça valide ce que tu viens de faire, mais c'est aussi, tu vas donner le goût aux autres, tu vas pouvoir le partager. Donc, je pense que ça, c'est une première porte d'entrée à la documentation que j'essaie, mais que je pourrais plus systématiser, en fait, avec nos usagers. Un des projets, notre liste de projets de making pour le lab commence à s'allonger. Ça aussi, c'est une façon d'animer l'espace. Quand on fait, comme tu disais, Mathieu, de consacrer du temps pour que nos employés fassent des objets, fassent des projets qui bénéficient au lab. La nouvelle tablette a été faite par le staff, le nouveau. Ça nous permet de nous former, d'apprendre ça. Ça nous permet de se familiariser avec le design thinking. Si on le fait dans l'espace qui est ouvert, ben, ça fait un espace qui est animé. Mais c'est ça, d'avoir ce processus-là, d'avoir un petit photo booth où tu peux photographier facilement les projets, des petites choses. Puis ça revient un peu à l'idée de diminuer la friction. Je pense que c'est vraiment clé dans les premiers pas, dans le premier contact. Comment on peut, comme professionnel, réduire la friction que l'usager a, que le public a, pour venir apprendre, pour faire, pour documenter. Comment on peut rendre ça simple et facile alors que c'est difficile et complexe? Absolument. Je vais faire du pouce en derrière en disant, ben, c'est le titre de nos fonctions souvent. On est des médiateurs, comme dans le monde du droit, où le médiateur règle des chicanes. Ben, nous, on va régler des chicanes entre l'individu, son projet, puis les machines. Mm-hmm. Ah ben, merci beaucoup à tout le monde. Je pense que c'était vraiment super intéressant d'avoir ces techniques-là, ces perspectives-là. Thank you very much, Aaron. I was really, really glad to have your point of view from another province and realize that we have really, really similar challenge and obstacle. I think the practice of the professional in the library in making is still in the process of being defined, but I really believe that we can play a key role, not only in the maker movement, but at large in how the society interact with making, with technology. And we need to have a philosophy that fit with the maker movement more than just providing access to the tool and the space. Yes, exactly. The library are really the key to be able to do this lifelong learning outside of school, because what other public institution exists accessible freely to everybody where you can learn the skill you'll need to develop? And this kind of need for continuous learning will not stop, because the job that will exist in 10 years, most of them don't exist. And most of the people who will do them won't go back to school to learn them. You cannot expect somebody to do a master's degree or a bachelor degree every 5-10 years to learn a new job. That just doesn't make sense. And that is where the library and the kind of service we provide and the kind of attitude, philosophy par rapport vis-à-vis learning and vis-à-vis acquiring new skill, it's really where we can have a huge impact in what's to come. Thank you very much, everybody. We went a little bit over time, but I was glad to see you all. Merci beaucoup, tout le monde. Vraiment super intéressant. Puis on va continuer à bâtir cette pratique-là ensemble. Au revoir. Merci, Thomas.